Merci d'être venu pour écouter cette conférence sur Big Data. Donc moi, je suis Marie Bationneau, éditrice aux éditions techniques de l'ingénieur. Donc vous pouvez nous retrouver au stand A1 à la sortie, si vous voulez plus de renseignements sur nos collections documentaires. Je vais laisser la parole à Monsieur Aublin, qui est en charge du développement sur les projets de la plateforme TerraLab à l'Institut des mines télécom. Merci Marie. Voilà. Bonjour. Donc je vais vous parler dans quelques minutes de la plateforme de l'Institut Carnot TSN TerraLab, plateforme Big Data. Et je vais commencer par une piqûre de rappel un peu générale sur Big Data, pour être sûr que mon objectif c'est que tout le monde se sente concerné, en disant que c'est pas un truc pour des grosses entreprises avec plein de données, c'est pour tout le monde. L'IMT de ce projet TerraLab aime beaucoup citer Leibniz qui en 1600 et quelques a été un peu angoissé devant la quantité de livres qui étaient disponibles à cette époque, une quantité bien supérieure à ce que une personne peut assimiler dans sa vie, et il y voyait plus un signe annonciateur de barbarie que de culture. Alors depuis, l'accélération de mise à disposition de données manipulables s'est accélérée. Je vous ai mis quelques chiffres au centre de ce qu'on trouve dans la presse tous les jours en termes de quantité de données produites chaque jour. Et en contre-pied de Leibniz, je vous propose de Jeremy Rifkin qui, il y a quelques semaines, a publié en français son livre qui met en une vision plutôt agréablement optimiste de l'avenir, qui met le big data en maillon central d'une nouvelle économie, d'une nouvelle ère, du coût marginal zéro. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de trancher entre l'angoisse et l'optimisme. C'est juste prendre acté que c'est une question d'économie immédiate, d'économie opérationnelle pour l'entreprise, que c'est une question de vie privée, de liberté individuelle, et puis c'est une question aussi de souveraineté numérique. L'histoire, je ne vais pas la refaire, ça fait 15 ans qu'on en parle, régulièrement il y a des sujets de controverse ou des sujets d'étonnement dessus, mais je ne vais pas y revenir particulièrement. Je m'arrête un peu plus sur la définition. Vous avez en test tous les 3 V, volume, vitesse, variété. Je vais passer directement à droite du slide pour dire 0 V, juste au cas où dans la salle quelqu'un se dirait moi j'ai pas des volumes énormes, j'ai pas une variété phénoménale, ou j'en ai pas conscience, et puis j'ai pas besoin d'une vitesse temps réel de calcul. Je voudrais dire que ça vous concerne aussi, parce que c'est pas des freins en disant si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas légitime au big data. Allez voir les formations de machine learning en ligne, c'est gratuit. Vous verrez que tous les jeux de test, machine learning, c'est la partie c'est le près le citron, c'est la partie qui extrait l'information nouvelle à partir de l'information ancienne. Cette algorithmique-là, elle utilise tous les jeux de test sur lesquels on forme les data scientists sont en fait des jeux de test de quelques dizaines ou quelques centaines de lignes, quelques milliers, et ça reste pertinent. L'important, c'est quand on a plus d'informations par observation, potentiellement que d'observation. Voilà. Et ce qui arrive à tout le monde. Vous avez quelques milliers de clients, mais sur chaque client, vous avez une quantité fabuleuse d'informations à chaque fois qu'il a acheté, à chaque fois qu'il a été en relation avec vous, à chaque fois qu'il a fait quelque chose avec vous, vous avez de l'information sur lui. Donc voilà, ça, le message, c'est les 3 V, c'est pas un frein pour y aller. Deuxième, pour enfoncer le clou, ça c'est une étude McKinsey qui dit est-ce que le big data c'est intéressant pour toutes les industries, tous les secteurs économiques. Et alors sa réponse est oui. Il met une échelle un peu floue, mais qui dit à gauche faible en termes d'impact et à droite fort. Toutes les bulles sont dans la partie droite du schéma. Donc si quelqu'un dans la salle pense qu'il n'est pas concerné par le big data, je veux bien qu'on en discute tout à l'heure en sortant. Pourquoi on en parle maintenant? Alors c'est très simple, vous connaissez tous, il y a plus de données. Toute transaction aujourd'hui laisse une trace. Quand vous ne faites pas une transaction, ça laisse des traces aussi. C'est des objets connectés que vous avez sur vous et quand vous respirez, ça laisse une trace. Il y a aussi une logique d'ouverture et de partage. Donc à vos données, c'est bien, mais il y a aussi les données du voisin qu'il met à votre disposition et que vous pouvez utiliser et intégrer dans votre approche. Et ce que je vous propose là tout de suite, c'est de faire une petite introspection en disant quelles sont mes données, si je lançais un projet Big Data aujourd'hui, quelles sont les données que je pourrais utiliser tout de suite. Alors j'imagine que vous pensez aux données structurées de votre CRM, outil de production, bien rangé, qui alimente vos tableaux de bord quotidiens. C'est important, c'est bien, ça reste très important dans ce contexte-là. Si vous ajoutez les données non structurées, par exemple les commentaires que saisit un conseiller lorsqu'un client appelle. Alors c'est saisi à la main, il y a des fautes de frappe. C'est de l'information très facilement manipulable dans le même registre que ça. Maintenant, si on élargit un petit peu, votre CRM, il est alimenté par plein de dispositifs qui gèrent l'interaction client.
et qui génèrent plein de données qui à la base sont plutôt des déchets en fait, de la gestion de transactions. Je prends les logs web. Les logs web, c'est un sous-produit de la gestion de navigation. Il y a une petite partie qui alimente le CRM peut-être pour dire ce qui s'est passé, mais toute l'information est assez utile. Il y a peut-être tous les mails que vous échangez avec vos clients, c'est une donnée importante. Les PABX, les centres d'appel qui collectent aussi plein d'informations. Donc tout ce qui est en amont de votre système de gestion que vous avez en tête aujourd'hui, dont vous jetez l'essentiel, je suppose, est important à utiliser. J'étais il y a quelques semaines dans une institution de prévoyance qui prenait conscience qu'elle jette, dans les flux qu'elle reçoit de données au quotidien, elle en jette la moitié, c'est-à-dire qu'elle est définitivement perdue. Et dans ce qui reste, elle en garde peut-être encore une moitié, c'est très grossier comme approximation, qui est bien rangé dans les bases. Et le reste, il n'est pas jeté, il est à la cave. Il est mis dans une citerne. C'est le nom qu'il donne. Et personne n'ose aller voir dans la citerne ce qu'il y a. Deuxième raison pour laquelle on parle de big data maintenant, c'est qu'il y a des mathématiques qui permettent, quand on a plein de données, d'en tirer une information. Mon message aujourd'hui, c'est de dire que c'est pas quelque chose de mathématique, de compliqué, d'hermétique et de presse-bouton, et que c'est forcément un data scientist hyper pointu qui va pouvoir manipuler ça. Ça se démocratise de plus en plus. À la base, ce sont des algorithmes finalement assez basés sur du bon sens. On peut mettre un formalisme mathématique derrière, parce qu'il y a un formalisme mathématique très pointu, mais on peut les appréhender aussi en comprenant la logique qu'il y a derrière, c'est une logique que tout le monde peut comprendre. Et puis, ce sont toujours des algorithmes très empiriques, il faut régler. Il n'y a pas un presse-bouton qui donne le résultat en disant la réponse est là, ça doit s'adapter à chacun de vos jeux de données, et à chaque fois, c'est un travail d'artisan, il y a un travail de réglage des algorithmes pour vous dire comment j'utilise cet algorithme-là pour trouver ma réponse. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous ces algorithmes-là sont gratuits, sont publiés, vous pouvez les lire ou ne pas les lire et aller directement chercher les packages. C'est déjà programmé, c'est en ligne, vous pouvez les installer maintenant sur vos PC sur des environnements qui sont gratuits. Donc là-dessus, il n'y a pas de frein, on va dire, économique à l'utiliser, c'est là. Et ça reste un petit peu technique au sens où dans ces langages-là, il faut encore coder. Mais vous avez de plus en plus d'environnements dans lesquels vous pouvez les manipuler quasiment de manière plus simple qu'un tableau croisé dynamique. Je peux faire un sondage pour savoir qui sait faire un tableau croisé dynamique dans Excel. Je pense que la réponse est plutôt bonne. Bravo. Donc vous saurez faire déjà dès aujourd'hui dans pas mal d'environnements mettre en place des algorithmes de machine learning parce que ça devient très convivial. Donc là aussi, il ne faut pas que ce soit un frein. Troisième raison, l'informatique progresse. Vous connaissez les environnements distribués, très bien. Là, imaginez que vous avez une addition de 1000 termes à réaliser. Vous pouvez prendre 100 personnes, envoyer 10 termes à chaque personne, prendre les résultats intermédiaires et recommencer. Vous avez distribué le calcul. L'autre démarche, le in-memory, vous faites tout de tête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de papier-crayon. Vous avez un cerveau suffisamment riche pour pouvoir tout réaliser de tête. C'est vraiment la démarche d'une memory, ça utilise uniquement la mémoire vive, et le plafond est très haut. Par contre, quand on atteint le plafond, on atteint le plafond. Et puis, il y a une jonction entre les deux qui se fait actuellement. Là, vous êtes à la pointe de ce qui se passe aujourd'hui, où Spark propose aujourd'hui un mix de in-memory et de démarches distribuées. Donc tout le monde n'est pas encore très au point là-dessus, mais c'est une belle tendance. Avec tout ça, vous n'avez pas encore, si vous avez des besoins de temps réel, la bonne solution pour traiter vos décisions temps réel quand vous en avez besoin. Et là, vous allez entendre parler d'architecture lambda, par exemple, qui a un nom un peu hermétique pour dire quelque chose de très simple. C'est les données un peu tièdes qui datent de plusieurs jours ou qui datent de quelques heures. Elles peuvent faire l'objet d'un calcul algorithmique un peu lourd, un peu pointu. Et puis les données très récentes qui datent de quelques secondes, elles sont traitées de manière plus légère et plus rapide, moins volumineuse aussi. Et on arrive à mixer ensuite ces deux calculs-là et à apporter une décision quasi immédiate, donc avec une latence, qu'on dit temps réel, ça veut dire avec une latence de quelques secondes ou quelques dixièmes de secondes selon le contexte. Voilà, donc tout ça, ça fait que on en parle aujourd'hui. À quoi ça sert le big data ? Ça ne sert pas à prendre des décisions stratégiques. C'est plutôt une stratégie de la micro-décision. Donc, dans l'entreprise, vous prenez tous les jours des dizaines ou des centaines de décisions toutes petites. Je vais appeler tel client, je vais retenir tel CV, je vais relancer telle facture. Vous gérez les moyens de l'entreprise en prenant des décisions en permanence pour dire sur quoi je vais porter mon effort aujourd'hui et comment je vais le faire. Le big data, il est centré là-dessus. Il est centré, dire vous avez un processus, il peut vous aider à dire, à prioriser dans le processus les bonnes décisions, à dire qui vous allez traiter en premier.
Deuxième axe d'utilisation possible du big data, c'est considérer que qui vous apporte la valeur, qui vous apporte la donnée, c'est en général le client. Le client, à chaque fois qu'il bouge, qu'il se déplace, qu'il fait une transaction, il vous apporte de l'information et vous pouvez envisager de lui rendre un peu de cette valeur-là. Alors vous lui rendez la valeur en améliorant votre marge dans le premier volet quand vous améliorez vos processus. Comme ça, vous améliorez la pérennité de l'entreprise et la capacité de lui rendre service dans longtemps, mais vous pouvez aussi lui rendre un service plus immédiat. Imaginez qu'en arrivant à Lyon, vous ne connaissez mal la ville et vous voulez acheter une cravate et vous ne savez pas où l'acheter. Vous pouvez demander à la banque, qui pourrait vous le dire, ou les gens qui me ressemblent, d'après les transactions que je fais avec ma banque, les gens qui me ressemblent, où est-ce qu'ils vont acheter. Ils pourraient vous le dire tout de suite. Donc ça, c'est la valeur qu'on peut rendre au client immédiatement. Troisième volet, je ne vais pas insister dessus, c'est changer de business model, c'est comprendre qu'une banque peut perdre la relation client parce qu'un acteur est venu sur la data agréger les données du client, lui apporter un historique illimité, il lui apporter du conseil sans avoir aucune infrastructure bancaire. Il s'est mis en intercalé entre la banque et le client. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais aussi, c'est aussi du coup un enjeu d'opportunité. Vous avez des données qui ne vous servent à rien, mais qui sont très utiles aux voisins. Et du coup, ça se valorise. Ça change des choses dans l'entreprise en termes d'automatisation. Beaucoup de décisions qui étaient prises à la main jusqu'à présent, maintenant peuvent être automatisées. Ça déporte le travail en amont pour donner un cadre, réfléchir bien à quel cadre vous allez donner à l'algorithme pour prendre une décision. Lui donner des bornes en fait de fonctionnement. Et puis en aval, les personnes qui ont le contact client, je parle plutôt marketing, qui ont le contact client, qui sont en magasin, qui sont au téléphone, qui sont même en back-office, elles ont en général plus de latitude, plus de pouvoir, on va attendre plus d'elles dans l'interaction qu'elles auront avec les clients. Je vais m'arrêter là pour celui-là. Et alors maintenant on y va, j'espère que tout le monde est prêt à y aller. Le point facile, c'est que l'algorithmique trouve des réponses. Le point difficile, c'est que l'algorithmique ne trouve pas les questions. Donc c'est à vous de trouver quelle question dans votre vie opérationnelle au quotidien peut faire l'objet d'une recherche big data. Et ça, il n'y a pas de magie là-dessus. Il faut chercher, il faut apprivoiser et il faut s'y mettre progressivement. Et la réponse n'est pas immédiate. Un des aspects de retombées plutôt sympathiques, il me semble, de cette approche-là, c'est qu'on a dit tout à l'heure que les acteurs tendent à partager les données les uns avec les autres. Ça pourrait être vrai à l'intérieur de l'entreprise, où chaque manager dans l'entreprise pourrait passer de propriétaire de sa donnée qui rend toutes les semaines un tableau de synthèse qui dit voilà ce qu'il faut savoir de ce qui s'est passé chez moi, à un mode où je suis garant de l'accessibilité de mes données dans l'entreprise pour tout le monde. C'est ce qu'a fait Jeff Bezos sur Amazon de manière un peu brutale il y a quelques années, en disant vous avez 6 mois pour mettre toutes vos données en API pour que tout le monde en interne et potentiellement en externe puisse accéder à vos données. Bon, il y a des méthodes plus consensuelles pour le faire, mais la logique est là. Alors, un petit mot de juridique avant de passer à TerraLab. En France, on a une culture d'une gestion de la donnée personnelle qui est très bien cadrée depuis longtemps. On était en avance là-dessus. C'est basé sur des piliers. Chacun de ces piliers est pris en contre-pied par les big data. Je vais en prendre quelques-uns. La finalité. Vous collectez des données avec une finalité bien précise, légitime et partagée avec le client. Le big data, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous prenez une donnée et vous lui donnez de la valeur parce que vous la sortez du contexte. Voilà. Au départ, la donnée, c'est un déchet d'un processus parce que ça permet de gérer le processus. Là, vous allez lui donner une valeur. Et si vous savez aujourd'hui à quoi servent vos données, c'est que j'ai pas été bien précis. Non. La donnée va servir à plein de choses à l'avenir et vous ne savez pas encore à quoi. Deuxième pilier, la qualité. Je ne collecte que l'information qui est légitime par rapport à ma finalité et puis je la garde juste pendant un délai suffisant. Déjà légitime par rapport à mon besoin. Là encore, en termes de qualité, on a dit que tout laisse des traces tout le temps, même s'il n'y a pas de transaction, même s'il n'y a pas de besoin légitime derrière. Donc il n'y a pas de borne à ça. En termes d'effacement, les bases de données modernes n'effacent plus, c'est un peu ringard. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, que je corrige une information, j'ajoute une ligne à ma base avec une nouvelle date de valeur et je n'efface pas l'ancienne. Donc la culture d'effacer ce qui n'est plus utile, on n'a plus. Les derniers piliers, en France, on a des règles et on les respecte. Si vous stockez vos données dans un pays tiers, à vous de vérifier qu'il est compatible avec nos règles et que c'est votre responsabilité. Attention, vous le mettez. Voilà, quand vous mettez vos données dans un cloud pour faire des calculs, le cloud, pour vous rendre service, il va dupliquer les données dans plein d'endroits
pour vous donner une fiabilité quasi à 100% avec du matériel pas fiable, et va le stocker dans différents pays. Et comment être sûr qu'il n'y a pas un bout de nuage qui est au-dessus d'un pays qui ne suit pas les mêmes règles, c'est pas forcément évident. Donc, la loi progresse, la CNIL le consulte régulièrement, elle est assez à l'écoute là-dessus en disant le monde change et on va s'adapter. Un règlement va sortir en 2016 qui est en cours de négociation au niveau européen, et donc comme c'est un règlement, il s'appliquera directement en 2016 à tous les pays européens. Je ne vais pas détailler d'où on est la négociation aujourd'hui, mais on a au quotidien des signaux qui nous montrent une direction. Vous avez entendu en mai 14 la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit qui a imposé le droit à l'oubli. Donc Google peut effacer des liens. On n'efface pas l'information, on n'efface pas, mais on a bien pu en avant. Il y a un mois, le Conseil d'État a rendu un rapport. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai vu la synthèse, je le lirai bientôt. Il recommande que à chaque fois qu'une prise de décision avec un impact juridique est prise, il doit y avoir un humain au bout de chaîne. Donc l'algorithmique peut aider, mais il y a un humain au bout de chaîne. C'est déjà le cas dans le monde bancaire, qu'on octroie un crédit, normalement, il y a un humain au bout de chaîne. C'est pas une garantie absolue que c'est pas la machine qui a décidé. Deuxième registre, elle demande que chacun des algorithmes soit contrôlé en termes de discrimination, veiller qu'il n'a pas induit, volontairement ou involontairement, une discrimination. Au-delà de la loi, on peut imaginer une éthique. Il y a un mois encore, il y a le Forum d'Avignon qui a proposé au Conseil économique et social une déclaration des droits de l'homme numérique. Non. Et on peut aller un cran plus loin et dire protéger chacun, c'est bien, mais on peut aussi former chacun à vivre dans le nouveau monde. Donc la loi protège en disant je vais mettre tous les verrous possibles pour éviter qu'on se retrouve dans des situations difficiles parce qu'on a mis des données en ligne, mais on peut aussi apprendre. Et là-dessus, il y a une expérimentation qui était qui me plaît énormément en fait, qui c'est celle de la FING. Le projet s'appelle Mes Infos. Elle a permis à 300 cobayes volontaires de prendre conscience, d'accéder pendant quelques mois à l'ensemble des données qu'il génère auprès de son opérateur mobile, de sa banque, de son grand magasin Intermarché, je crois, de son moteur de recherche. Google a joué un peu, mais n'a pas tout ouvert. Et j'en oublie. Et en même temps, la FING a lancé un appel à projet en disant quel service je peux rendre à chacun si chacun réunit ces données qui le concernent. Donc, c'est pas toutes les données sont croisées sur tout le monde partout. Non, c'est juste chacun à son niveau croise les données qui le concernent. Quel service je peux rendre. Donc ça participe d'une éducation et de compréhension de comment fonctionne le monde aujourd'hui. Ça, je vais passer, c'est juste pour dire que, voilà, quand il y a des lois, elles nous protègent. Là, c'est sur l'hébergement des données de santé. C'est contraignant, donc c'est protecteur pour nous, mais c'est très long. Donc, si vous n'êtes pas dans un cadre où la loi vous donne des contraintes extrêmement rigides pour manipuler vos données, vous pouvez y aller. Voilà, j'approche de TerraLab. Si je synthétise, quels sont les verrous aujourd'hui pour faire du big data ? Je dirais que dans 95% des cas industriels, c'est pas un verrou technologique. Les verrous sautent tous les jours, et par les entreprises qui gèrent effectivement les milliards de données des GAFA, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de verrou technologique pour la plupart des cas industriels. Par contre, il y a d'autres verrous. Il y a des verrous opérationnels. L'écosystème, là, je vous ai mis un nuage de logos. L'écosystème Big Data est riche. Donc, lequel était pertinent pour vous, avec lequel vous allez jouer et comment vous allez faire, voilà, il faut un guide. Quelle sécurité ? Pour l'instant, vos données sont chez vous. Si je commence à jouer dans un bac à sable en dehors de chez moi, quelle garantie j'ai là-dessus ? Le pays, le stockage, j'en ai parlé. Et puis l'investissement, est-ce qu'il faut payer pour voir ? On dit qu'il y a la valeur, mais tant que j'ai pas vu le puits de pétrole sortir des jerrycans, je ne suis pas sûr qu'il y ait la valeur. Donc comment j'y vais ? Et j'arrive à TerraLab. TerraLab, c'est une plateforme de l'Institut Carnot TSN. C'était un souhait de l'État en 2012, préparé en 2013 et qui a ouvert ses portes au printemps 2014. Et dont la vocation, c'est pour les entreprises de pouvoir commencer à jouer avec ces données dans un environnement protégé et à coût limité. Notre mandat nous impose la gratuité jusqu'à fin 2015 et après un coût marginal, un coût très faible. Et dans un cadre, par contre, collaboratif ou bilatéral. Donc, on met en place un mode de travail entre nous et vous accédez à une plateforme qui est là pour vous, pour expérimenter. Pas forcément pour faire de la recherche fondamentale.
le big data, c'est très contextuel. La question, c'est dans vos données, dans votre environnement, dans vos besoins, qu'est-ce qui marche? Et ça, il n'y a pas de réponse immédiate. Il faut tester. Dans la plateforme TerraLab, vous avez deux grands compartiments. Vous avez un compartiment avec un niveau de sécurité industrielle, que j'ai pas mal développé, et puis un volet qui est ultra sécurisé. Technologie CASD, si vous avez des données radioactives, en gros, on sait les gérer. Dans le volet industriel, de sécurité industrielle, vous avez deux volets. Et là, on a déjà parlé tout à l'heure, il y a le volet distribué et le volet in-memory. Pour l'instant, ils ne communiquent pas, et ça ne saurait tarder. Dans le volet in-memory, vous avez 4 téraoctets de mémoire vive si vous avez vraiment des grosses additions à réaliser. C'est pas qu'un environnement de calcul, c'est pas que de la CPU, c'est aussi un espace de travail. C'est-à-dire que vous êtes éventuellement dans un cadre collaboratif ou bilatéral avec nous, et il y a différentes personnes qui ont un compte et qui partagent de l'information, qui parfois gardent des choses pour elles et parfois partagent. Donc c'est aussi un portail dans lequel vous pouvez travailler ensemble. Il y a une équipe d'accompagnement qui est là pour vous aider d'un point de vue technique à prendre en main l'outil. C'est peut-être un environnement un peu nouveau pour vous. Sur le volet scientifique, à vous guider, à dire par rapport à votre problématique, on envisagerait plutôt telle ou telle approche. Puis sur le volet économique, on est en relation avec un écosystème assez large d'acteurs du marché. Et on peut vous guider. Vous pouvez tester dans la plateforme des solutions innovantes. On a installé récemment Dataiku, par exemple, que vous connaissez peut-être. C'est une des solutions qui vous permet de faire du big data de manière plus simple que le tableau croisé dynamique dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez jouer avec dans TerraLab, et quand vous avez trouvé ce que vous cherchiez et compris les bons acteurs avec lesquels, les bonnes solutions avec lesquelles vous avez réussi à atteindre votre objectif, vous pouvez continuer chez vous en sachant où vous allez. En termes d'écosystème, on est très proche de Cap Digital, qui gère c'est décidé depuis il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, les challenges Big Data. Donc il y a aussi des financements possibles en termes de recherche sur vos données, et ça peut atterrir sur TerraLab comme terrain de jeu pour manipuler vos données. On est référencé dans le plan de la Nouvelle France industrielle comme un des endroits, un des acteurs avec lesquels vous pouvez vous développer. On contribue à la formation, donc on travaille avec des laboratoires, on travaille avec des entreprises et on travaille avec l'enseignement, notamment en formation continue. Donc c'est les trois domaines principaux d'intervention pour nous. Et je vais terminer par donner quelques exemples pour dire, donc la plateforme est assez récente, elle a déjà pas mal de projets qui sont hébergés aujourd'hui et qui tournent. Ce sont des projets d'expérimentation, donc je ne vais pas vous donner les résultats. Puis d'abord, les résultats, l'entreprise n'a pas forcément envie de les partager. Mais je peux vous donner quelques exemples. Un assureur, sur un projet qui s'appelle Square Predict, croise en ce moment les données de sa base assurantielle avec des données disponibles en open data, ça peut être la météo, mais ça peut être beaucoup d'autres choses de niveau très local, pour optimiser sa prédiction de sinistralité par quartier et potentiellement par rue. Donc, à quoi ça sert? Ça sera à l'entreprise de répondre et qui peut-être un jour communiquera là-dessus, mais ça peut être pour ajuster une tarification, valider des contrats. Ça peut être aussi pour améliorer sa prévention. Parce que son métier c'est ça aussi, donc elle peut jouer sur les deux leviers, et je ne peux pas vous dire aujourd'hui sur quoi elle va jouer. Je vais prendre un deuxième exemple. Orange a lancé un deuxième challenge D4D, ça veut dire Data for Development. Il y en a déjà eu un en 2012 avec la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est sur le Sénégal. Donc, des équipes de recherche sont inscrites au challenge au mois d'août. Elles ont jusqu'au 31 décembre pour pour démontrer quelle valeur elles ont tiré des données de l'opérateur local d'Orange croisées avec les données locales disponibles du pays. Et on héberge deux équipes, dont l'une fait de la recherche sur l'effacement énergétique et l'autre sur la relocalisation d'activités. Parce qu'avec les données mobiles, en fait, on sait plein de choses. On peut même identifier si une personne est malade ou plutôt bien portante, ou sur quel type d'activité elle est. Et en regardant les flux de population, elle veut améliorer les décisions d'équipement du territoire. Je vais donner un autre exemple, un acteur du commerce en ligne qui aujourd'hui chez nous croise ses logs
volumineux de trafic sur son site, avec une logique, bien sûr, d'optimiser ses transformations, d'optimiser ses processus. Voilà. Éventuellement, je m'arrête là. J'ai aucune idée du temps qui a passé, mais je pense qu'on a du temps pour éventuellement des questions. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ou creuser un point.